IDFM 98 de la bonne et bande FM, IDFM Radio Gala Radio où l'on se sent bien. Aujourd'hui on va parler de signature, pas n'importe quelle signature puisque la signature des plantes ou les signatures des plantes avec Claire Bonnet qui nous fait le plaisir d'être à Paris, une Bretonne qui vient à Paris et que j'interviewe pour son livre paru aux éditions du Courrier du Livre. Bonjour Claire Bonnet. Bonjour. Vous avez commencé votre apprentissage des plantes dans le jardin familial, bien qu'il vous apparaisse maintenant tout petit. C'était pour vous à l'époque un vaste champ d'expérience dans lequel votre père vous initiait, vos frères, vos sœurs et vous-même aux merveilles de la nature et aux végétaux. Insectes et oiseaux étaient toujours les bienvenus. Après avoir été bibliothécaire, suivi une formation de styliste et goûté au plaisir de la vie parisienne, vous cherchiez toujours votre voie. Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver à vous occuper des plantes? Quand j'ai bien épuisé tous mes autres intérêts, je suis retombée un peu par hasard sur l'idée de retourner vers les plantes. Donc je me suis dit, tiens, je vais chercher une voie. Et vous avez fait une école d'herboristerie Alors j'ai École des fait plantes. l'école des plantes de Paris, Qui existe encore? qui existe encore, bien Combien sûr. d'années il faut pour les connaître? La formation, elle dure 3 ans à l'école des plantes de Paris. Mais bien sûr, au bout de 3 ans, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. C'est juste une piste, on va dire, de lancement pour continuer. Donc après, il y a des gens qui se dirigent plus vers la botanique, des gens qui se dirigent davantage vers la production de plantes médicinales, vers l'herboristerie, mais c'est un petit peu plus compliqué de par le statut des herboristeries aujourd'hui. Mais voilà, puis des gens qui créent leur propre voie. Leur propre voie, d'accord. Donc cette école, elle donne un diplôme qui sert à faire de la botanique, à devenir botaniste ou... Elle peut mener effectivement à des gens à devenir guides naturalistes dans des parcs, se lancer dans de la production de plantes médicinales, travailler en herboristerie, devenir, je sais pas moi, guide aussi, créer un jardin botanique, s'occuper des collections par exemple, avoir un travail de conservation au niveau des végétaux. Bon, c'était intéressant d'en parler parce qu'il y a une école des plantes à Paris. Il suffit d'aller sur le site internet sûrement. Absolument. Et puis à vous renseigner pour ceux que ça intéresse. Claire Bonnet, donc vous avez une préface de Daniel Kieffer et qui écrit en page 13, et c'est pas mal. Il dit que, puisqu'on va parler de la signature des plantes, cette forme de pensée flirte avec impertinence entre le réel et l'imaginaire pour éclairer la recherche, comme le firent en leur temps Paracels, Goethe, Steiner, tous trois fascinés par le jeu des correspondances, mais aussi les kabbalistes, les astrologues ou les amateurs de symbolisme retrouvent ici les clés de l'hermétisme qui dévoilent les liens intimes reliant le haut et le bas, les cieux et la terre, le macrocosme et le microcosme. C'est vrai qu'on va parler des signatures, ça remonte à quand? Ça remonte à loin, ça remonte à quand? Ça remonte à toujours, ça remonte à l'histoire de l'humanité. Je pense que depuis aussi loin qu'on a des informations, les peuples de la Terre ont observé les végétaux, ont fait des associations d'idées, des analogies avec les autres règnes, les animaux, les pierres, l'être humain. Donc il y a eu ces rapprochements qui ont été faits certainement à l'origine des apprentissages. Donc c'est Paracels au début qui met quand même la théorie des signatures. Alors Paracels, lui, on va dire qu'il est aussi l'héritier des traditions alchimiques qui sont très vivantes au Moyen-Âge. Paracels, lui, il arrive au début de la Renaissance, il est l'héritier de cette tradition-là. Et en même temps, c'est un scientifique, Paracels, il est médecin, il a une structure très mentale. Donc ce qui l'intéresse, c'est en même temps justement de marier, on va dire, l'aspect intuitif, spirituel, avec une observation aussi analytique, comparative. Donc pour lui, en fait, la science et la spiritualité ne sont pas du tout antagonistes. Il faut simplement qu'elles s'associent, qu'elles se marient. C'était du temps où l'astrologie et l'astronomie étaient sœurs jumelles. Absolument. Jacob Boehme dit que tout ce qui est visible naît de l'invisible. Et ça, c'est quand même intéressant de se le rappeler. C'est que tout ce qui est autour de nous a été créé par la pensée, donc était invisible avant qu'on le voit à l'œil nu. Tout à fait. En fait, dans cette théorie des signatures,
que ça soit dans la pensée de Paracels ou de Rudolf Steiner ou d'Edouard Bach, il y a l'idée que l'esprit précède la matière. C'est l'esprit qui s'incarne dans la matière. La matière n'est là que pour accueillir l'esprit. On revient sur l'histoire des analogies. Dans toutes les civilisations anciennes, la connaissance des plantes a été perçue comme une manifestation divine. Chez les Grecs, on avait Athéna, vous en parlez un peu dans votre livre. Ensuite, on avait Asclépios, Platon. Finalement, toute l'Antiquité est habitée aussi par les plantes avant la chimie, puisque la chimie n'était pas là encore. La chimie n'existe pas. La chimie n'existe pas, donc on a aussi une vision unifiée du monde. Le médecin, il est médecin, mais il est philosophe, il est géomètre, il est entomologiste. Au fond, il n'y a pas de séparation entre les sciences. Comprendre le monde, ça veut dire être médecin, philosophe, botaniste. Oui, vous dites que Platon disait que le médecin soigne plus avec son âme qu'avec ses mains. Et il est ajouté un peu plus loin cette phrase que je trouve merveilleuse, quand l'homme tutoyait encore les dieux. Il y a longtemps qu'on ne tutoie plus les dieux. C'est même pas bien vu. C'est même, on va dire, politiquement incorrect aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était pas un gros mot, on va dire. Ça allait de soi. Il n'y avait pas de séparation. On pouvait raisonner, on pouvait être un intellectuel et en même temps avoir une vision spirituelle de la vie. Vous nous rappelez un petit peu tout ce qui s'est passé avec la sagesse des Grecs, mais aussi dans l'art vivre d'Eda, dans la pensée taoïste, dans le Tankavaton, créateur du monde. Toute vie est pensée et organisée en accord avec les lois de la nature, dictée avec sagesse par Wakantanka. Wakantanka, c'est qui? C'est le grand esprit chez les Amérindiens. Bon, chez les Gaulois, on avait aussi les druides. Bien sûr. Et alors, dans les héritiers de toutes ces traditions, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Édouard Bach. Édouard Bach, bien sûr. Qui est un grand penseur, justement, qui va lui aussi marier la science avec le sensible. C'était en même temps un excellent biologiste, Édouard Bach. Il fait ses débuts d'ailleurs de carrière en tant que biologiste. Il a beaucoup de succès, il a une très grande clientèle, il est médecin, il a un cabinet. Et à un moment, il s'aperçoit que la médecine se heurte à quelque chose qui ne relève pas, on va dire, de la science rationnelle. Et du coup, il décide de partir dans la nature et de chercher, on va dire, un complément dans la nature. Pour lui, finalement, cette médecine rationnelle, il lui manque un petit supplément d'âme. Et il a effectivement l'intuition que c'est dans la nature qu'il faut chercher. Et c'est comme ça qu'il va élaborer ses élixirs. On avait raconté l'histoire qu'il était médecin, qu'il avait une bonne clientèle, qu'il a tout quitté, il a bien fait parce qu'il est quand même mort à 50 ans. Hein. C'est épuisé, pas vieux. Épuisé. Et qu'il avait fait ses bagages, il avait fait des malles avec ses livres, toutes ses affaires. Et que quand il est arrivé dans sa nouvelle maison, il n'y avait que les chaussures qui étaient arrivées, et qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il marche. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais en tous les cas, si c'est vrai, c'est une belle histoire. Alors je ne sais pas non plus si c'est vrai ou pas vrai. Mais j'attends que quelqu'un me dise si c'est vrai, parce que je trouve ça formidable quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a tout laissé. Et il a beaucoup marché. Et il a beaucoup marché. Et il a beaucoup exploré le monde végétal. Un autre après, c'est Steiner. Steiner, il a vécu un peu plus longtemps, je crois. 61, ouais, 25. il est pas mort très vieux non plus, Steiner. Ouais. Non, je trouve que tous ces gens-là, ils meurent pas. Steiner, donc c'est l'anthroposophie, voilà, c'est ça? C'est le père de l'anthroposophie. Donc lui aussi, c'est l'héritier de Paracels. Steiner, il est médecin aussi, finalement, on a beaucoup de médecins. Hein. Ouais. En même temps, il a des dons de clairvoyance, il est médium. Donc ça lui donne aussi un talent particulier. En même temps, il est très... c'est pareil, il a beaucoup de rigueur intellectuelle et en même temps, il a cette capacité à explorer les mondes sensibles qui lui donne finalement une ouverture et une connaissance par. Il était fondateur avec Ita Wegman, dont on entend beaucoup moins parler, cette femme. Donc Ita Wegman a peut-être survécu un peu plus longtemps. Elle est morte en 43 et lui en 25. Elle lui a survécu quand même pas mal d'années. Pas mal d'années. Tout ça, c'est controversé à notre époque, hein, l'anthroposophie, tout le monde s'en moque un peu, enfin, dans les grands médias, alors que
finalement, c'est un mouvement qui existe encore. Oui, mais je pense que c'est un mouvement qui est beaucoup plus vivant en Allemagne, en Suisse qu'en France. Comme l'homéopathie. Comme l'homéopathie, comme beaucoup de médecines alternatives. En France, on a toujours eu du mal. Il y a une rationalité quand même très ancrée qui rend les choses difficiles. Dans votre chapitre 2, vous parlez de l'élaboration d'une philosophie de la nature pour penser le monde. Et vous dites qu'après la Première Guerre mondiale, l'Occident fait définitivement le choix d'une société urbanisée et industrialisée, porteuse de nouvelles valeurs civilisatrices. La consommation et la matérialisation du vivant, on le sait, tout est devenu une marchandise, la nature est devenue une marchandise. En décidant d'étudier non pas un système entier, mais une partie de celui-ci, la science médicale en a oublié la notion du tout. Donc ces signatures des plantes, finalement, c'est qu'une petite partie de la plante, mais qui nous ramène au tout. La signature, on peut rappeler un peu ce que c'est parce que les gens doivent se demander, mais comment une plante peut-elle signer? Alors, une plante, elle peut signer, enfin, c'est pas elle qui signe, au fond, elle montre la signature, elle porte la signature. C'est simplement l'idée déjà de regarder ce que la plante exprime extérieurement, par sa texture, par les couleurs, par la forme, par son habitat. Et à partir de ces éléments extérieurs, on va pouvoir entrer un peu plus à l'intérieur de la plante. C'est une porte d'entrée vers l'intériorité de la plante. Oui, c'est une analogie, c'est-à-dire, vous dites dans votre livre à un moment, c'est comme quand quelque part on regarde quelque chose fixement et que son regard se dédouble, on voit autre chose, et c'est la deuxième chose qui apparaît qui finalement devient importante. Ça nous arrive par exemple de regarder un mur de pierre et de voir apparaître des personnages dedans, ou de voir autre chose que les apparences. Et comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est visible naît de l'invisible, c'est-à-dire que la signature de la plante, vous dites c'est la prêle, qui par exemple avec qui ressemble à Un squelette. un squelette. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il peut y avoir par exemple les taches de la pulmonaire qui fait penser aux alvéoles bronchiques par exemple. Mais ça peut être aussi... parce qu'il peut y avoir des signatures qui font penser à un organe. Bon, le rachis du squelette chez la prêle, les alvéoles bronchiques chez la pulmonaire, mais ça peut être aussi une signature de pathologie. Comme le bouleau. Et là, on a une signature de la peau. Quand on regarde l'écorce du bouleau, on voit tout à fait... la petite pellicule fine et souple comme la peau. Alors en fait, chez le bouleau, en fait là, c'est pas une signature de pathologie non plus, c'est une signature d'organe. C'est-à-dire que là, on a un renouvellement. En fait, on a l'image du renouvellement des cellules cutanées, mais en même temps, on a aussi les crevasses qui apparaissent dans le tronc. Alors en même temps, on a dans la même vision le vieillissement, puisqu'en fait ces crevasses, ce sont les cellules mortes qui sont renvoyées vers l'extérieur. Et puis vous avez cette petite pellicule qui se renouvelle sans arrêt. Ça ressemble à un psoriasis étonnamment. La pellicule du bouleau est plus jolie que le psoriasis. Oui, c'est plus joli, mais c'est la même desquamation, c'est la même finesse. Alors en même temps, il y a une petite différence. Pour moi, du coup, on ne pourrait pas vraiment les comparer, parce que le psoriasis, en fait, il y a une anarchie dans le renouvellement des cellules. Elles se renouvellent trop vite. Donc ça fait un millefeuille de petites pellicules. Ouais. Alors que là, c'est un renouvellement harmonieux. Et finalement, sur ce même plan, on a le renouvellement, on a le vieillissement des cellules qui est expédié vers l'extérieur. Et c'est une image aussi de l'image de la santé. Finalement, une bonne santé, elle repose sur l'idée d'évacuer en fait les cellules mortes et en même temps le besoin intérieur que ce renouvellement se fasse. Sinon, à un moment, on va être malade. Vous écrivez sur le bouleau, puisqu'il y a quelques plantes et arbres qui sont dans votre livre. Vous dites que c'est la souplesse de la jeunesse, et que les images qui viennent à l'esprit à la vue d'un bouleau évoquent la jeunesse, la grâce, la souplesse et la féminité. Impossible de ne pas penser aux contes slaves peuplés d'arbres blancs et de princesses dont les destins s'enchevêtrent. C'est très poétique aussi, votre livre. On sent que les plantes, elles vous racontent des histoires. Elles racontent des histoires, c'est sûr. Elles racontent des histoires. Et j'aime bien lire
des histoires et je crois que j'aime bien raconter des histoires. Et je crois que les histoires, en même temps, elles donnent du vivant. Je voulais que ces plantes, elles prennent chair, elles s'incarnent, elles deviennent vivantes et pas en fait une étude livresque sur des plantes un peu desséchées. Je voulais qu'on sente... Oui, c'est pas un manuel d'herboristerie, c'est pas du tout ça. Non, je voulais qu'on sente vivre la plante, vibrer la plante. Alors, Aristote pensait que tous les êtres vivants étaient unis les uns aux autres par des liens invisibles mais éventuellement connaissables. C'est ça cette signature. Tous les êtres vivants, c'est-à-dire que cette signature, elle n'est pas que dans les plantes. À la rigueur, nous-mêmes, nous sommes des signatures. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On pourrait faire un livre sur les signatures des humains. Oui, bien sûr. On porte des signatures. Des signatures héréditaires, des signatures transpersonnelles, bien sûr. C'est une façon d'explorer le monde, hein, les signatures. Vous avez des insectes, par exemple, je pense aux phasmes. C'est des insectes, vous avez des phasmes feuilles qui ressemblent à des feuilles. Donc on se dit, mais comment ça se fait que cet insecte, qu'est-ce qu'il connaît en fait de la feuille pour avoir adopté exactement sa couleur, sa forme, les nervures, le pétiole C'est pour se cacher. Alors on peut dire que c'est pour se cacher, n'empêche que il connaît ça. Comment ça se fait qu'il connaît ça? Oui, c'est comme les lézards qui changent de couleur aussi. Ou vous avez des plants de pierre aussi dans le désert, qui ressemblent à des pierres. Et il n'y a que quand elles fleurissent qu'on se dit, ah bah non, c'est pas une pierre, c'est un végétal. Donc finalement, les frontières, elles sont très minces. Au fond, l'ensemble des savoirs traditionnels, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ne parlent que de ça. La langue vernaculaire témoigne sans cesse des formes éphémères qu'emprunte la nature pour signaler son génie propre. Ainsi ne parle-t-on pas des vertèbres de la prêle, de l'herbe aux hémorroïdes, la ficaire, qui ressemble à des hémorroïdes. Voilà, il y a des petites bulbilles au niveau des racines qui ressemblent exactement à des hémorroïdes. Et les anciens faisaient une pommade avec ces petites bulbilles qui servent à la reproduction végétative de la plante. Et donc les anciens faisaient une pommade pour soigner, pour résorber les hémorroïdes. C'est comme ça qu'Yves Rocher a fait fort. La première crème qu'il a créée, c'est une crème aux hémorroïdes à base de ficaire. Donc une pensée analogique est un peu oubliée, sauf par nos paysans. Finalement, ça se transmet de génération en génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos paysans, se sont devenus souvent des exploitants, des techniciens agricoles. On exploite. Il n'y a plus beaucoup de vrais paysans, on va dire, dans l'esprit. Donc beaucoup de ces savoirs se sont perdus aussi, dans ce milieu-là. C'est bien dommage. C'est bien dommage, oui. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, idfm98.fr, sur toute la planète Terre. On poursuit notre cheminement avec Claire Bonnet, La signature des plantes aux éditions du Courrier du Livre. Il n'y a guère que depuis 3 siècles que notre civilisation occidentale se pense sans esprit, sans souffle divin. Et vous dites aussi qu'à la différence de la pierre, le végétal possède une double constitution, terrestre par ses racines, cosmique par sa fleur. C'est sûr qu'on a d'abord le règne minéral, après le règne végétal, après le règne animal, mais on a du végétal en nous quand même. Bien sûr, nos cheveux. Nos cheveux, c'est du végétal? C'est en fait du végétal humanisé d'une certaine façon. En fait, le bulbe, il s'enracine. Finalement, notre cuir chevelu, c'est comme la terre. Si on le coupe, ça fait pas mal. Ça repousse, comme du végétal. C'est enraciné dans notre cuir chevelu. C'est fluide, comme le végétal. Donc c'est notre part de végétal dans notre humanité. Moi j'aurais pensé que c'était le système lymphatique. Alors après, physiologiquement, Oui. c'est plus le cheveu. Après, on peut faire d'autres analogies, mais physiologiquement, c'est plus le cheveu. Parce que le minéral en nous, c'est l'os. C'est l'os. Le végétal... ça serait nos cheveux. Les cheveux, moi je pensais que c'était tout ce qui était lymphe. Mais bon, non. Et l'animal en nous, c'est... Nos pulsions. Nous sommes animaux. Nos instincts. Nous sommes des animaux, donc ne cherchons pas. Alors vous parlez des lutins, des élémentaux, des gnomes qui sont sous la terre, des fées qui sont à la surface, mais aussi des dryades dans les arbres,
Et parlez-nous de la cérémonie des dryades dans l'Antiquité grecque. Qu'est-ce que sont ces dryades et aussi des amadryades? Les dryades, c'était les esprits des plantes. Donc chaque végétal a son esprit propre. Les arbres étant un peu plus évolués que les herbacées, ils ont on va dire, dans la hiérarchie des entités, ce qu'on appelle des dryades. Drus, c'est l'arbre en grec. Et les amadryades, c'était en fait dans cette hiérarchie des entités encore plus évoluées qui, elles, faisaient complètement partie de l'arbre et mouraient avec l'arbre. C'est-à-dire quand un arbre était abattu, les amadryades mouraient avec lui. Elles étaient inséparables de l'arbre hôte qui les accueillait. Donc il y avait toute on va dire, une culture, une connaissance de ces esprits de la nature. Et des cérémonies dans l'Antiquité grecque, il était impensable d'abattre un chêne sans que les prêtres désignés n'aient accompli les cérémonies ritualisant le départ des dryades. Là, on retrouve aussi les cérémonies des Amérindiens qui remercient, qui honorent en fait les arbres, qui remercient la nature. En fait, il y a ça aussi, il y a une façon d'être reconnaissant et d'être respectueux du vivant, de la nature. Donc l'arbre dans la hiérarchie des végétaux se tient au-dessus et l'homme se reconnaît vraiment en lui. Pourquoi il se reconnaît vraiment dans l'arbre, l'homme? Déjà par la longévité. Un arbre, il a même une longévité qui est quand même plus importante que l'être humain, mais c'est vrai que très souvent, autrefois, à la naissance d'un enfant, on plantait un arbre. Oui. Alors souvent, c'était un cerisier pour les filles, ou un tilleul, un chêne pour les garçons. Ça veut dire que dès le départ, on lui donnait un frère ou une sœur végétale. Et ce garçon ou cette fille, finalement, allait vivre autant de temps que cet arbre. Il allait certainement même mourir avant cet arbre. L'arbre, il peut aussi avoir des maladies. On voit dans son développement, des fois, il y a des petits accidents, ça repart. Donc il y a quand même une analogie entre une vie humaine et une vie d'arbre. Et d'ailleurs, pendant très très longtemps, on va dire que jusqu'à la Renaissance, les êtres humains en Occident construisent des maisons en bois, parce que c'est le matériau le plus harmonieux pour l'homme. C'est celui qui lui ressemble le plus. Donc même si ça brûle, on reconstruit en bois. Et c'est qu'à la Renaissance qu'on commence à avoir des constructions en pierre généralisées, on va dire. En ce qui concerne les meubles, vous dites à un moment dans votre livre qu'on voit beaucoup de beaux meubles en chêne qui partent à la poubelle pour mettre tous ces trucs qui ne dureront pas, mais c'est un peu se moquer des arbres qui ont donné leur corps, je veux dire, pour les fabriquer. C'est toute cette, on va dire, ce consumérisme. Ouais. Ce non-respect. Ce non-respect du bois. Du bois, c'est devenu une marchandise comme une autre. Donc on jette, on rachète. Oui, puis un vieux meuble, ça a quand même toute une histoire. C'est toute une histoire, et puis c'est vraiment le bois de l'arbre, c'est pas comme du contreplaqué ou... Oui, c'est toute une histoire. Alors comment fonctionne la pensée analogique? Il y a cette phrase de Paracels au chapitre 3, les étoiles sont les modèles, les patrons, les matrices de toutes les herbes. Chaque herbe est, de son côté, un astre terrestre et appartient au ciel, et chaque astre est une plante céleste en esprit. C'est vrai qu'il y a pas mal de fleurs qui ressemblent à des étoiles. Oui, beaucoup de fleurs d'été, le tournesol, le souci des jardins, l'arnica, c'est des petits soleils. Millepertuis. Millepertuis. Donc il y a beaucoup d'images solaires qui fleurissent, bien sûr. Et comme la fleur est directement liée au cosmos... Alors c'est pas le tout de voir la loi de similitude, mais à quel moment la loi de similitude a-t-elle montré le chemin de l'usage? Parce que c'est pas le tout de voir que ça ressemble, mais à quel moment ça a montré le chemin de l'usage? Personne n'a dit, voilà, c'est un tel ou c'est telle population qui a démontré la véracité. Ça se perd dans la mémoire des hommes. Ça s'est fait depuis tellement longtemps. Il y a toujours eu des chamans, des hommes qui avaient des dons de clairvoyance, qui ont été des médiateurs directs entre le ciel et la terre, entre la nature, les populations, les dieux.
Donc, je crois que depuis que l'humanité existe, cette pensée a existé. Il y a des signatures qui sont simplement des ressemblances entre l'image qu'offre la plante et l'image qui renvoie au corps humain ou à l'une de ces parties. Ça, c'est déjà ces signatures-là, mais aussi les signatures extérieures à la plante, comme le climat, la saison. Oui, il y a des signatures d'environnement, on va dire. Par exemple, si vous allez dans un milieu humide, au bord des rivières, dans des prairies humides, vous allez avoir des plantes comme le saule, comme la reine des prés, qui vont agir sur des pathologies qu'avaient les populations qui vivaient dans ces zones humides. Donc ils avaient des rhumatismes, ils souffraient d'inflammation articulaire, et c'est dans ces milieux-là qu'on va trouver des plantes anti-inflammatoires, fébrifuges. La criste marine, par exemple, sur les littorales maritimes. La criste marine, qui porte un bien joli nom. Alors, la criste marine, elle pousse là où la mer la recouvre lors des marées. Et c'est une plante qui est très riche en iode. Donc nous, on en aurait besoin, les Parisiens, là. Par exemple, les gens qui souffrent d'hypothyroïdie, ils ont tout intérêt à se tourner aussi vers la criste marine. Dans votre livre, vous donnez un peu des conseils, mais pas vraiment de posologie. C'est pas un livre de remède. Non. C'est un livre où vous donnez quelques conseils. Par exemple, sur la criste marine. Alors après la criste marine, par exemple en Bretagne, les gens font beaucoup de préparation. On peut la faire par exemple au vinaigre. On prend les feuilles jeunes, on les fait au vinaigre. Ça fait comme des cornichons finalement. On les fait confire dans le vinaigre et ça fait une préparation aromatique pour accompagner du poisson, une omelette. Vous prenez les légumes. Vous prenez les fleurs ou vous prenez les feuilles. Les feuilles. Les feuilles qui ressemblent, c'est vrai, à des petits cornichons. Qui sont un petit peu charnues parce qu'elles contiennent de l'eau, beaucoup d'eau, de l'iode. Mais si par exemple on continue sur le climat, vous allez dans les déserts, vous avez l'aloe vera qui contient ce gel, cette pulpe gélatineuse qui soigne les brûlures. C'est très à la mode l'aloe vera, mais il ne faut finalement pas trop l'arroser. Ah faut pas l'arroser du tout. Ouais, c'est pour ça qu'il pourrit. Oui, c'est ça. Lui, en fait, il pousse dans le désert où il n'y a pas une goutte d'eau, où il fait 50 degrés. Et pourtant, moi, je l'arrose, mais il aboie l'eau que je lui donne. Hein. Il est content, mais il y a des... il change de nature. Il change de nature et il y a des feuilles qui tombent. Donc, ne pas arroser les aloe vera et les rentrer l'hiver, parce que ça gèle aussi. Oui. Mais c'est très à la mode, on en trouve un peu partout chez les fleuristes. C'est ça, mais en même temps, c'est pas une bonne chose qu'on en trouve partout. Dites-nous pourquoi. Parce que les gens s'imaginent que ils vont trouver dans l'aloe vera qui pousse dans leur peau les mêmes propriétés que l'aloe vera qui pousse dans le désert du Mexique. Et lui, pour développer toutes ces propriétés, il faut qu'il soit en fait dans des conditions extrêmes. Le soleil. Parce que c'est que dans ces conditions-là qu'il peut exprimer son potentiel, on va dire, thérapeutique. Il faut qu'il soit dans des conditions d'extrême chaleur, d'extrême sécheresse. Dans la terre, le sable, c'est très pauvre. Donc lui, il n'a pas besoin d'un substrat riche. Il faut qu'il y ait une atmosphère très sèche. Lui, en fait, c'est ce qu'il lui faut. C'est grâce à ça qu'il peut finalement produire ce gel qui va soigner nos brûlures, même les brûlures très profondes. Et pas que ça. Donc on en trouve dans les supermarchés des grandes feuilles qui vendent à l'unité. Qui sont en train de sécher. Ça, c'est pas si mal. Par contre, de toute façon, moi, toutes les plantes que je pousse chez moi, j'aurais du mal à les manger ou à les cueillir. Donc je les laisse en pot, c'est pas gênant. Mais on parle aussi d'Hiroshima et de Nagasaki avec l'aloe vera qui l'a soigné. Alors ça, c'est l'aloe arborescent. C'est pas l'aloe vera. C'est en fait un cousin de l'aloe vera, mais qui lui est arborescent, donc il s'appelle aloe arborescent, qui a les mêmes propriétés, mais en plus puissante. Et lui qui vivra absolument pas dans nos régions. Pas plus. C'est aussi une plante des milieux secs, arides. Au fond, c'est comme les aliments, il faudrait respecter le biotope des plantes. Oui, il faudrait manger les fruits de son quartier, enfin de son quartier, de sa région, et c'est de plus en plus difficile. Alors pas uniquement, mais on ne peut pas dire aux gens... moi je vois en Bretagne, il y a plein de gens qui pensent que le thym qu'ils font pousser dans leur jardin, il va leur donner la même chose que le thym qui pousse dans la garrigue en Provence.
Alors je me tue à leur répéter, mais non, c'est pas possible. En Bretagne, c'est humide, il y a beaucoup d'eau. Même si le thym pousse, il va pas développer les mêmes propriétés, c'est sûr. La bruyère, elle pousse bien en Bretagne, non? Mais c'est sa terre, Ouais. elle est chez elle, là. On a du mal à en garder ailleurs. Bon, alors il y a donc le climat, mais il y a les saisons aussi, donc été, automne, Bien sûr. hiver. On a des formes différentes qui vont s'élaborer selon les saisons. Là, par exemple, il y a des feuilles très rondes. Au Ça, c'est printemps, ça c'est le l'ombilic. petit ombilic, un petit ombilic, le nombril de Vénus. Il pousse où, lui? Il pousse dans les vieux murs, sur des milieux très rocheux, très minéraux. Mais lui, en fait, il pousse au printemps. C'est une plante succulente, donc qui contient beaucoup d'eau. Mais au printemps, on va avoir des plantes qui en même temps sont encore très rattachées au sol, qui est gorgé d'eau, mais qui en même temps bénéficient de cet air plus lumineux du printemps, qui va amener à la germination et qui va donner des plantes avec des feuilles très arrondies, les violettes, les ficaires, nombril de Vénus, Et qui donc sont il des se feuilles. mange cet ombilic de Vénus. Oh, c'est délicieux, ça sent le petit pois. C'est croquant et il y a une petite saveur de petit pois. Ça se mange cru. C'est délicieux. Donc ça, il faut aller les cueillir dans la nature. Oui. On les a pas chez soi. Non. C'est comme les coquelicots, ça pousse où ça veut. Donc, ça, c'est en... L'ombilic, c'est au printemps. On a tous ceux qui sont d'été. Alors après, il y a beaucoup, beaucoup de plantes d'été. Bien sûr, c'est le moment où on va avoir le plus de plantes en fleurs, puisque c'est le moment où le soleil en fait rayonne le plus largement possible. Beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, et donc beaucoup de fleurs, puisque la fleur, c'est l'organe qui va être directement, on va dire, en relation avec ces énergies solaires. Donc beaucoup de couleurs vives aussi, des orangés, il y a le coquelicot qui est rouge, mais beaucoup de jaune, beaucoup d'orangés. L'arnica Arnica, bien sûr, qui est un jaune assez chaud aussi, hein. et le souci. Le souci, le millepertuis, tous les petits sénessons, les vergerets, toutes ces petites plantes de cette famille des astéracées qui vont être des petits soleils en miniature, hein, dans la forme. C'est déjà gros, un millepertuis comme soleil. Je trouve que Mais les sénessons, c'est petit, par exemple. Après, on a toute une gamme, hein, les gros tournesols. Oui. Et puis après, voilà, des petites piloselles qui est plus petite. Mais c'est des images du soleil, réduits ou plus gros, mais... On avait oublié le plantain dans la saison d'avant. Bien sûr, le plantain. Mais le plantain, on le trouve aussi à peu près à toutes les périodes. Ah ben lui, il s'installe au printemps et il va faire toute la saison. Puisqu'on s'en sert pour nettoyer les plaies des gamins quand on sort en forêt. Si, on le reconnaît. Ben, en fait, alors ça c'est le plantain majeur que j'ai mis dans le livre. Il pousse sur les chemins souvent, Voilà. les sentiers. Il a des feuilles larges avec 5 à 7 nervures très solides. Et puis là, surtout, l'été, ce petit truc qu'on tire et qu'on s'envoie. Et puis il y a la petite hampe florale, Ouais. là. Et donc, nous, on s'en servait pour passer sur les piqûres les d'insectes. piqûres ou les blessures. Et en fait, c'est une plante qui est, curieusement, qui pousse là où on marche. Donc c'est vrai que ça m'a toujours interrogée. Qu'est-ce que cette plante va aller faire là où on marche quand même? C'est bizarre. Pourquoi elle ne se protège pas et qu'elle ne va pas à côté? Et surtout qu'elle se montre en plus. Voilà. Parce qu'elle déborde sur les côtés de la route, on ne peut pas la rater. On ne peut pas la rater, on ne peut pas éviter de marcher dessus. Donc j'en ai déduit que c'était une plante qui aimait bien qu'on lui marche dessus. Et en fait, quand elle apparaît aux États-Unis, les Amérindiens la connaissent pas. C'est les colons qui arrivent avec cette plante par les graines, sous les chaussures, etc. Et ils l'appellent l'empreinte de l'homme blanc. Parce que pour eux, il y a une forme de pied. Et c'est vrai que c'est une plante qui soigne, enfin, qui ne sait pas qui soigne le pied, mais qui nous met en relation avec cette énergie tellurique. Donc quand on marche sur le plantain, au fond, on se recharge en énergie tellurique. C'est pas elle qui, si vous dites que faites l'expérience au moment où la fatigue se fait sentir, de placer dans chacune de vos chaussures une grande feuille de plantain au contact de la voûte plantaire. Vous l'avez faite l'expérience? Oui, souvent. Et qu'est-ce qui se passe? Ça rafraîchit, ça...
Ça rafraîchit, ça défatigue le pied, ça draine les toxines. Et du coup, il y a un ressenti de fraîcheur, on reprend de la vigueur. On peut continuer sa marche en étant plus fatigué. Donc on sent que l'énergie, finalement, elle est passée par le pied et elle irrigue en fait l'ensemble de l'individu. Puis plantain, c'est plante. Plantain, planté en terre. Planter et plante des pieds. Et plante des pieds, exactement. Alors, après, on passe à la kélidoine, l'herbe à verrues. Tout le monde la connaît plus ou moins, celle-là. Moi, je l'appelle l'herbe des sorcières parce que on la repère. Elle est quand même, on la repère parce qu'elle est bien verte. Mais quand on la repère, il faut la casser pour voir que quelque part elle saigne. Petit sucre. Ouais. Alors c'est vrai qu'on la connaît peut-être davantage pour les verrues que pour la vésicule biliaire. Mais elle a un grand passé de plante, on va dire, guérisseuse de la vésicule biliaire. Et les anciens, justement, faisaient une analogie entre le suc jaune et la bile. Il a mangé en salade, qu'est-ce qu'il faisait? Ah non, il ne faut surtout pas la manger en salade. Il ne faut surtout pas la manger. Non, là, ça serait irritant pour les muqueuses. Oui, parce qu'elle pique. Le suc, il serait irritant pour les muqueuses internes. Non, il faut la faire sécher et faire en infusion. Donc on peut faire aussi, je pense que les anciens faisaient des élixirs aussi dans du vin au Moyen-Âge. Hildegarde de Bingen faisait beaucoup ça, hein. Des macérations dans le vin. Aujourd'hui on a moins ça, mais on fait des teintures mères, donc on fait des macérations dans l'alcool. Mais l'infusion marche très bien, hein, de la plante sèche. Donc à la fin du livre, vous parlez un peu comment faire une infusion, voilà. Un élixir, une teinture mère. La kélidoine, plus spasmolytique, fluidifiant et sédatif hépatobiliaire. En pommade aussi, l'ortie. Ah, l'ortie. Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est la reine de nos plantes médicinales. Elle peut tout faire, l'ortie. On peut l'utiliser pour tout. Pour le squelette, pour les articulations, pour le système veineux, pour le système hormonal, pour le digestif, pour les surrénales. Enfin, c'est le joker. Vous vous soignez beaucoup avec les plantes? Oui. On fait un petit détour par la pâquerette. Vous dites que si la pâquerette parle à l'enfance, c'est vrai qu'elle ressemble à une petite marguerite toute jolie. Elle réveille aussi l'innocence qui est en nous et à ce titre s'efforce d'estomper les meurtrissures subies à l'aube de notre vie et notamment les blessures morales ou physiques qui menacent l'intégrité du corps et ternissent l'éclat de l'âme. La pâquerette, c'est une petite cousine de l'arnica, hein. Donc elle s'adresse aux chocs physiques comme psychiques, sauf que elle, c'est une plante des plaines. C'est pour ça, c'est une signature aussi. L'arnica, c'est une plante d'altitude. Donc évidemment, la pâquerette, elle s'adresse, on va dire, à des chocs physiques peut-être moins brutaux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conséquences, mais qui correspondent plus à l'enfant. C'est plus à son niveau. D'ailleurs, les enfants sont toujours attirés par les pâquerettes. Ah oui, ça c'est clair. Et il y a, en fait, la pâquerette, elle porte cette énergie de parler effectivement à l'innocence qu'on a de cette enfance. Donc on peut aussi penser à utiliser par exemple des préparations de pâquerette pour soigner des blessures psychiques. Je ne pense pas uniquement aux agressions sexuelles, mais le fait de parler mal à un enfant, de ne pas le respecter. Il y a des blessures de ce type-là qui finalement blessent l'innocence de l'enfant. Donc la pâquerette peut s'adresser effectivement à des blessures de ce type-là, des blessures très intimes, des blessures d'enfance, là où on se sent blessé dans sa pureté, dans son innocence. Alors ça peut être des gestes inadaptés, mal placés, mais ça peut être aussi des mots, l'enfant qui ne se sent pas respecté dans la façon dont on lui parle. Un milieu qui n'est pas respectueux de son intégrité, de son enfance. C'est aussi un usage interne, un draineur général pour les reins, la peau, les intestins. Donc on peut la manger, elle. On peut la manger, mais alors c'est vrai que elle doit être un peu amère, non? Elle est un peu amère. Le sureau. Alors le sureau qui
qui est dans les jardins, là, qui est Ouais, c'est... le sureau noir. Il est animé d'une force vitale quasi indestructible. Il est difficile de l'éliminer. C'est vrai, il y en avait un dans mon jardin. Je veux dire, plus vous le coupez, plus il repousse. C'est ça. Il est indomptable. Et lui, les graines nous donnent les baies. Alors, on a des baies qui sont presque noires, hein, Oui. qu'il faut absolument cuire par contre, parce que sinon elles sont indigestes crues. Et puis on utilise les fleurs aussi en infusion, on fait plein de choses avec les fleurs. On fait des sirops, on fait des vinaigres, on fait des tartes, parce que les fleurs sont très parfumées, elles ont un petit côté vanillé délicieux. Donc on utilise beaucoup les fleurs aussi en cuisine. Comment vous faites? Alors vous les retirez, Ah oui, il faut les équeuter, c'est assez long. c'est assez Et long. après vous les... Après, on peut les faire... lavez, non, Non. en fait, les fleurs, on ne les lave pas. Alors moi, j'ai beaucoup fait de sirop, de fleurs de sirop, parce que ça a toujours un succès fou. pour la toux, non? Alors, ça va être pour le plaisir, déjà. Oui, et c'est aussi un excellent antiviral contre les virus grippaux. Voilà. Et peut-être coronaux, on ne sait pas. Bah, de toute façon, les infusions, parce qu'évidemment, quand on fait un sirop, il y a beaucoup de sucre. Mm. Donc, on va dire que c'est du plaisir, mais c'est pas forcément un remède, on va dire, le plus efficace possible. Mais les infusions de fleurs séchées, elles renforcent en fait les muqueuses bronchiques et elles sont expectorantes. Donc elles ont tendance à nettoyer les bronches et à soutenir l'immunité des bronches. Donc oui, ça fait partie des fleurs dont on aurait bien besoin en ce moment, ça c'est sûr. Donc essayez de trouver des fleurs de sureau, c'est ça? En fleurs sèches chez l'arboriste. Bien sûr. Le souci, calendula officinalis. On n'oublie pas que le calendula, c'est le souci des jardins. Alors c'est un grand spécialiste de la peau. C'est la plante référente de la peau. Pour tout ce qui est blessures, brûlures, tous les traumatismes de la peau. En fait, cette plante, elle permet une régénération justement des tissus cutanés. Comme c'est une plante aussi qui est très antibactérienne, ça veut dire qu'on empêche tout risque d'infection aussi. Donc c'est vrai qu'une pommade, une bonne crème de calendula, c'est très très bien. Même pour les bébés. Même pour les bébés. Le soleil et sa patrie, au souci, vous dites que il emporte le nom, puisque souci, dont l'origine latine est sequia, signifie... Sequia, qui veut dire le soleil, qui suit le soleil. C'est une plante qui se dirige en fonction voilà. du... Et c'est une plante qui rythme aussi. C'est pour ça qu'en fait, il y a le nom calendula, c'est la même racine que calendrier. C'est finalement l'organisation du temps. Et c'est une plante qui rythme justement le renouvellement des cellules. On passe à la rosa canina, l'églantier qui lui pousse tout seul, non? Ouais, c'est une fleur sauvage, hein, c'est ça? Complètement sauvage. C'est beau et ça pique. C'est beau, mais ça pique. Mais c'est comme il y a des gens qui piquent un peu, mais qui gagnent à être connus. D'accord. Hein. Excellent vasodilatateur en cas d'insuffisance cardiaque. Ouais, ce sont les fleurs qu'on va prendre, les pétales. Bon, le millepertuis, Pericum perforatum, on le sait, c'est un antidépresseur naturel. À faire très attention à ne pas utiliser avec le soleil, quand il y a du soleil. Alors, on peut prendre des tisanes, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre de produits locaux sur la peau avant d'aller au soleil. Pas mettre de l'huile, de crème, de millepertuis. Parce que effectivement, c'est photosensibilisant. En tisane, ça va. En gélule, on déconseille aussi en gélule. Alors le problème des gélules, c'est ce dont je parle au début, c'est que ce sont des extraits. C'est-à-dire qu'on va extraire des molécules qu'on va identifier comme les principes actifs du millepertuis. Et c'est là où c'est déséquilibré. C'est là où ça peut changer. Et oui. Il manque une partie. Bah, c'est ça. En fait, on veut identifier cette molécule à la plante, sauf que la plante, elle est une partition beaucoup plus large. D'où l'intérêt de faire des tisanes. D'où l'intérêt de rester dans le totem. Vous traitez de l'Achillée millefeuille. Bon, là, l'arnica, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est vraiment peut-être la plante que tout le monde connaît. Toutes nos grand-mères avaient de la teinture d'arnica avant. Ouais. Il n'y avait pas de date de péremption sur les flacons avant. On gardait ça des années, ça ne se périmait pas. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas d'argent à se faire avec les péremptions sur tous les trucs. C'est comme l'homéopathie, on met une péremption sur les granules et les doses, mais ça ne sert à rien parce que c'est une vibration. Je pense que les fleurs de bac aussi, ça doit être ça. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une péremption sur les flacons. Non. Par contre, il faut faire attention, par exemple, de ne pas les mettre à côté, par exemple, des huiles essentielles.
de ne pas les mettre à côté des objets connectés, des portables, etc. Ou de l'homéopathie, c'est-à-dire avoir un tiroir homéopathie, un tiroir fleur de bac. Oui, parce que le taux vibratoire de ces produits-là Et est pas très mal. fragile. Donc les huiles essentielles qui sont très puissantes sont capables de modifier en fait Faites bien de le dire, moi j'ai une grande boîte, une ancienne boîte à couture de la ville de Paris, énorme, là, où j'ai tout mis dedans, et ils sont tous ensemble, les Mais essentiels. souvent c'est ça. Hein, Donc ça fait bien de le dire. On fait des bêtises, et c'est bien de s'en rendre compte. On arrive en automne avec la châtaigne. Qu'est-ce que j'aime les châtaignes. C'est moi. bon. Mais oui, tout le monde aime les châtaignes. Mais oui, mais en vérité c'était la nourriture du pauvre avant. C'était la nourriture du pauvre, c'était gratuit, c'était abondant, c'était nourrissant, c'était sucré. Ça faisait du bien aussi. Ouais, c'est bourratif aussi. On n'en mange pas un kilo. Non, mais c'est pour ça que les pauvres, c'était une nourriture de pauvre, parce que c'était avec peu de châtaignes, ben, on était quand même bien nourris. Mais ceci dit, ben, les aristocrates aimaient bien les châtaignes aussi. Hein. C'est un fruit qui a fait l'unanimité quand même dans les classes sociales. Sauf que à la cour de Louis XIV, c'était les marrons glacés, c'est pas pareil. Mais Oui, c'est c'est pas des pareil. marrons, c'est des châtaignes. Pourquoi Mais- ils ont changé le nom? C'est ça que je comprends pas. Non, c'est que en fait, dans le marron, c'est qu'il n'y a qu'un fruit. Dans la châtaigne, il y en a plusieurs, il y a plusieurs petites loges. Et c'est à partir de ce moment-là où on appelle châtaigne, mais c'est toujours le même arbre. C'est toujours le On peut châtaignier. manger des marrons? Non, on peut pas manger des marrons. En- Le en- marronnier, on mange pas ses fruits. Non, mais en fait, quand on appelle marron, par exemple, moi j'habite en Bretagne, dans un pays de châtaigniers. Mais en fait, les gens disent marron parce que très souvent, il n'y a qu'un fruit dans la bogue. Alors que la châtaigne, souvent, il y a plusieurs loges, donc plusieurs. Petits fruits. Voilà. En fait, c'est une déformation. C'est pas le marron d'Inde qu'on mange, c'est toujours la châtaigne, mais il n'y a qu'une loge. Et alors, elle nous donne des bienfaits. On est dans le monde des plantes, parce que les plantes donnent des fruits, et les fleurs donnent des fruits. Donc, elle aide au maintien, au développement et à la qualité du microbiote intestinal. C'est un antidiarrhéique, la châtaigne. Excellent anti-inflammatoire qui agit sur l'ensemble des inflammations du système digestif. Elle lutte contre l'acidose dans les états de faiblesse, de convalescence, d'immunodéficience, dans les troubles hépatiques. Donc, c'est quelque chose à manger aussi cet hiver. Oui, en fait, ça En arrive. même temps que le sureau. Ben, là, en fait, c'est une belle signature d'automne. En fait, elle arrive au moment où ben, le froid commence à être un peu plus rude, il fait nuit, on a besoin d'une nourriture aussi plus riche, il y a moins de chaleur, il fait nuit, il y a aussi le stress de traverser l'hiver aussi. Donc le sucre, c'est toujours réconfortant, c'est consolateur. Oui, surtout que quand on la fait griller, il y a un petit goût de caramel aussi. Voilà, ça fait partie de la chaleur d'hiver, on va dire, la châtaigne. On va passer sur beaucoup de plantes, puisque on arrive à la fin de l'émission. On avait fait l'hiver. Qu'est-ce qu'on avait? Le gui, vous aviez... En fait, il y avait juste le gui, je crois, en hiver. En hiver, oui. Ouais. Bah oui, parce que c'est la plante... Mais c'est une bonne plante aussi pour le cœur et les vaisseaux. Alors, c'est une plante hypotensive qui a été beaucoup, beaucoup utilisée comme ça. Donc là, c'était la feuille. Il faut préciser quand même que la baie, elle est toxique pour nous, telle qu'elle. C'est pour ça que les produits anthroposophiques qui utilisent la plante entière dans les soins anticancéreux, Avec l'if. sauf que l'IF, c'est un peu à part quand même, c'est des injections sous-cutanées. Donc là, ça passe pas par le système digestif. Donc il ne faut pas que les gens s'amusent à manger des baies. Non, c'est la feuille en fait qui était utilisée en infusion ou en vin. On faisait des macérations vineuses avec les feuilles pour justement le cœur. Les anciens, ils n'avaient pas peur de faire un petit vin pour la tension artérielle. Avant, il y avait la quintonine. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je sais pas. La quintonine. C'était des trucs pour se quinquer là, qui se vendaient en pharmacie. C'était des espèces d'apéritifs qu'on prenait un peu alcoolisés avec plein de trucs dedans, Ouais, il y avait du beaucoup quinquina, voilà. Oui, voilà, il y avait beaucoup de petites boissons comme ça ça, existe toniques. encore, la quintonine. Je sais pas, peut-être. Il y avait des élixirs aussi qui se vendaient en pharmacie. Je pense que ça se fait plus. Il y a beaucoup de gens qui font encore eux-mêmes des choses Ouais. à la campagne. Avec les noix, ils font du vin. Oui, avec les tiges de prunelier aussi, les jeunes pousses de prunelier, on fait un petit... Vous devriez faire un livre là-dessus.
C'est pas Surtout pareil. Ça existe, ça surtout, existe. ça existe Ouais, déjà. ouais. Alors, n'est-il pas étonnant qu'une plante puisse nous faire signe pour nous soigner? N'est-ce pas le destin supérieur qui lui a été assigné que d'accéder au stade de remède? Comme vous disiez, le plantain, il est là, il traverse la route pour nous montrer qu'il faut qu'on marche dessus. Mhm. Est-ce que c'est la plante qui décide? Est-ce que c'est... C'est étonnant tout ça. C'est pour ça que on peut penser qu'il y a à l'origine un principe supérieur qui est, on va dire, qui est l'architecte du monde, l'organisateur, le grand architecte, voilà, et que finalement, tout participe au bon fonctionnement de notre monde, naturellement. On a on va dire, les remèdes qu'il nous faut dans la nature, on a de quoi manger, on a de quoi construire des maisons. En fait, le végétal, il nous donne tout, à manger, des remèdes, de quoi faire nos maisons, de quoi nous chauffer. À condition d'ouvrir les yeux, d'habiter dans la nature. Parce qu'en ville, ça va être difficile de trouver du sureau, de trouver des pâquerettes. C'est vrai, mais ça peut donner envie de prendre le RER, de faire... moi, quand j'habitais Paris, c'est ce que je faisais. Hein. Vous alliez faire les balades, d'herboristes, là. Ouais. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait du bien à la tête. On ne reprend pas la semaine de la même façon. Alors, les principaux modes de préparation des plantes, c'est la fin de votre livre. Il est recommandé de procéder à vos récoltes dans des espaces naturels sains, exempts de polluants divers. Éviter la proximité des champs traités aux pesticides, le bord des routes, les lieux de promenade canine, les espaces urbains. Et les fleurs seront cueillies de préférence au début de la floraison, moment où leur énergie est en plein essor. De même, selon l'organe que l'on aura choisi, la fleur, la feuille ou la racine, il est important de le récolter avant le développement des suivants. La racine, on la récolte en dernier. Voilà, c'est l'automne. C'est quand toutes les énergies redescendent dans le sol. Donc vous expliquez comment faire les sirops, les macérats huileux, les pommades, les teintures mères, les tisanes et la gémothérapie avec les germes, là, avec les bourgeons. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour nous terminer l'émission? Je rappelle le titre du livre, la signature des plantes, le courrier du livre, Claire Bonnet, BO2NET. Vous avez aussi un site, La Fée du Sureau. Voilà, bon, là je suis en train de le refaire, mais effectivement j'avais une association qui s'appelait La Fée du Sureau, que j'ai arrêtée maintenant, mais du coup là je suis en train de refaire un nouveau site, donc c'est une petite période charnière. Comment terminer là-dessus? Moi j'ai envie d'inviter les gens qui s'intéressent à la nature à s'intéresser justement à l'unité de la plante. À penser à la plante dans sa totalité, d'arrêter de penser la plante par molécule. En fait, ça c'est une impasse pour comprendre le végétal. Mais ça, on a du mal, nous, en tant qu'être humain, de voir la plante comme une molécule. On la voit dans son ensemble quand même, dans les jardins. Oui, mais quand j'entends les discours des personnes qui s'intéressent aux propriétés médicinales, ah oui, aux scientifiques, elles se perdent dans les dédales moléculaires des plantes et au bout du compte, elles ne trouvent pas la plante. Donc moi, j'ai envie d'inviter les gens à faire un retour sur la plante. Regarder la plante à toutes les saisons, se promener le plus possible dans la nature, même si c'est à 30 km de Paris ou 50 km. J'ai vu qu'il y a des applications sur le téléphone portable pour reconnaître les plantes. Oui, il y a plein de choses maintenant. Alors après, moi je ne suis pas toujours pour ces applications parce que ça empêche de chercher, de réfléchir. C'est-à-dire qu'on fait une photo de la plante et l'application nous dit c'est la pâquerette ou c'est je ne sais pas quelle plante. Et c'est vrai que moi, finalement, dans mes activités, dans mes formations, j'essaye en fait d'amener les gens à réfléchir. Là, comment elle pousse, parce que sinon, du coup, on ne la regarde pas. On fait la photo, on attend la réponse de l'application et c'est tout. Donc c'est tout ce que je veux pas, justement. Ce que je veux, c'est que les gens regardent, touchent, goûtent. Faire attention avec ça. Mais il ne faut pas manger n'importe quoi. Touchent, sentent, regardent dans quel milieu elle vit, comment elle s'organise. Quelle est la saison. Et oui, sinon, du coup, c'est un kit tout fait, quoi. Donc, au contraire, il faut avoir une flore de reconnaissance
C'est très pratique et ça permet de regarder attentivement la plante, sinon on ne la regarde pas. Cette fleur de reconnaissance, on la trouve où? Oh, il y a beaucoup de maisons d'édition qui en font, Gallimard, Bordas, Nathan. C'est des fleurs d'identification. Alors il y a des fleurs pour débutants qui marchent par couleur. Donc je sais pas, vous avez une fleur blanche, ben vous reportez dans la catégorie fleur blanche. Est-ce qu'elle a des feuilles opposées, alternes? Puis à force de déduction, on va trouver la... Ça peut être bien à offrir à des enfants. Oui, ou à des grands-enfants. Ou à des grands-enfants comme nous. Qui ont gardé une grande innocence. Bon, moi ça m'intéresse toujours parce que les fleurs, elles parlent pas, mais pourtant elles ont un langage, on dit le langage des fleurs. Elles étaient avec nous ce soir, elles étaient très bavardes. Donc peut-être encore un mot, un langage pour terminer l'émission. Bah, en fait, elles sont, pour moi, en fait, leur langage, il est au-dessus de toutes les querelles, toutes les polémiques, toutes les négociations. Finalement, on devrait s'inspirer de la nature pour plus de sagesse. C'est une démonstration, c'est une leçon de sagesse, la nature. Plus d'humilité aussi. Plus d'humilité, bien sûr. Merci beaucoup, Claire Bonnet. Merci, Joël. Merci. Merci beaucoup. Merci.